Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. Un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, t'es sage-femme depuis des années, tu t'es engagée, t'es l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et la maternité. Et aujourd'hui, dans la continuité d'un épisode sur la fertilité, on va parler d'observation du cycle. Et pour ça, on accueille Marion Vallée, sage-femme directrice de l'Institut de formation à la fertilité destiné aux professionnels de la santé. Salut Marion. Salut Nina. Bonjour Anna. Salut Marion. Suite à notre premier épisode qui essayait de vous donner les clés de compréhension de la fertilité, on parle d'observation du cycle aujourd'hui. Je sais pas si c'est le mot observation qui donne un côté un peu mystique à cette activité, mais moi j'ai un peu l'impression qu'on laisse trop presque le folklore de s'emparer de ça. On a l'impression qu'on va aller observer les étoiles et faire un truc un peu extraordinaire, notamment parce que j'ai vérifié, il y a assez peu d'articles de médias mainstream qui se sont emparés du sujet. C'est assez peu traité et en fait assez peu de personnes comprennent ce que ça veut dire réellement d'observer son cycle. Donc avant qu'on en parle très en détail, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'est-ce que c'est en fait un cycle menstruel ? Alors un cycle menstruel, en fait, va commencer au premier jour des règles. Et ça, en général, la majorité des femmes sur cette planète le savent. Premier jour de saignement, premier jour du cycle. Le cycle se termine à la fin, une fois que les règles reviennent. Alors ce que la majorité des femmes ne savent pas, c'est que le cycle, c'est tout ça, c'est pas juste les règles. Donc elles savent bien que le cycle commence au premier jour des règles, mais quand on les interroge en consultation, quelle est la durée de votre cycle ? Souvent elles disent 5 à 7 jours. Comme si en fait il y avait un événement, les règles, puis plus rien. Et 3 semaines plus tard, les règles reviennent. Mais en fait il y a une espèce de grand no man's land là au milieu, un flou, une absence de... Enfin bref, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais pourtant, il se passe des choses bien plus importantes que les règles, qui ne sont finalement que la conséquence de tout ce qui se passe avant. Donc en fait, les règles, bien qu'on continue à considérer que c'est le début du cycle, c'est la fin d'un processus. Alors on ne va pas faire de révolution là-dessus, on va plutôt s'atteler à faire autre chose, mais en tout cas, premier jour des règles, premier jour du cycle, et après les règles, donc il va y avoir une deuxième phase. Est-ce que tu peux présenter ce que tu as entre les mains ? Ouais, en fait j'ai une roulette qui permet, en fait quand on est sage-femme, on adore les roulettes, parce qu'on calcule les grossesses avec des roulettes, les termes de grossesse, et donc j'avais envie d'une roulette pour le cycle, pour expliquer les phases. Voilà. Ok. Donc cette roulette, elle permet de bien différencier 4 parties dans le cycle pour comprendre en fait que le cycle est variable, potentiellement, et qui ne fait pas forcément 28 jours. Donc si votre cycle ne fait pas 28 jours, je vous rassure, ce n'est pas grave. Quelle est la durée selon toi ? Enfin, c'est quoi la durée ? Un cycle normal, c'est 23 à 35 jours. Donc vous voyez que la fourchette est large. Et on peut avoir des cycles irréguliers sans qu'il y ait aucun problème. De même qu'on peut avoir des cycles très réguliers et que ce ne soit pas forcément si bien que ça. Donc on a beaucoup. Et un cycle régulier, c'est au jour près ? Non, en fait, un cycle régulier, ça va être plus ou moins dans une fourchette, en fait, 2 jours de moins, 2 jours de plus, quoi. Mais D'accord. En fait, on s'en fiche de savoir s'il est régulier ou pas régulier. Moi, je demande quasiment jamais à mes patientes est-ce que votre cycle est régulier ? Ce qui importe, c'est la fourchette. Il faut que ce soit dans le 23 à 35. C'est déjà un premier point rassurant. Est-ce que tu peux nous dire, donc on a bien compris, il y a 4 phases, est-ce que tu peux nous parler donc de la première phase des règles, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas ? Alors, des règles normales, en fait, il y a 5 critères pour évaluer la normalité de ces règles, qu'on trouve au dos de la roulette, quand on oublie. Premier critère, la consistance. Les règles, il peut y avoir des débris d'endomètre, en fait. Il y a des femmes qui disent « j'ai des morceaux ». Bon, c'est pas vraiment des morceaux, c'est des débris. Mais pas de caillots. Les caillots, c'est rond. Les débris, c'est irrégulier. Donc, si vous avez des débris, c'est normal. Si vous avez des caillots, c'est pas normal. Premier point. Deuxième point, la cinétique. Les règles, ça doit commencer avec un jour de flux. Ça doit se finir avec un jour de flux. On peut avoir, parfois, un peu des traces. Mais s'il y a des traces avant, des traces après, on considère que 3 jours de traces en tout, c'est le maximum. Donc, si vous êtes concerné par des traces avant, c'est-à-dire plusieurs jours où ça commence à saigner, des petites traces sur 2-3 jours avant, les règles, et à nouveau des traces après, ça, c'est pas normal. Ça veut dire que l'endomètre, la muqueuse utérine, elle commence à se désintégrer trop tôt et elle a du mal à s'évacuer correctement et ensuite, ça traîne encore sur la durée. Alors là, je vous entends d'ici dire « Oh là là, mais mince, mais moi, je suis concernée. Mes règles ne sont pas normales. »
Je vais vous dire après à quoi c'est dû. Mais Mana, elle panique, c'est quoi? Non, parce que je suis curieuse. Attends, voilà. Ok. On avance. Troisième signe. Troisième signe, l'abondance. Les règles ont un volume qui, normalement, ne doit pas excéder 80 millilitres. Alors là, vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, puisque personne n'est capable de dire, moi, je saigne 40 millilitres à chaque cycle. Mais normalement, vous ne devez pas vous changer plus que toutes les 2 heures. Ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que... Alors, et là, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a des femmes qui vont se changer quand il y a une mini-trace. Bon, donc quand on se change toutes les 2 heures, c'est parce que c'est plein. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, vous avez une abondance normale. La durée, c'est 3 à 7 jours. Et la douleur ne doit pas vous empêcher de vivre votre quotidien, malgré des antalgiques. Avec des antalgiques. Donc on peut avoir mal, mais si vous prenez des antalgiques et que malgré ça, vous êtes couché... Les antalgiques, on rappelle ce que c'est juste. Oui, c'est le paracétamol ou les anti-inflammatoires. Donc on met l'Antadis dedans? Oui, ça rentre dedans, oui, tout à fait. Si vous prenez de l'Antadis ou un équivalent et que vous êtes couché, vous vomissez, vous faites des malaises, ça n'est pas normal. Donc il faut consulter. Voilà, donc si vous répondez par la normalité à tous ces critères, c'est super rassurant. S'il y a certains critères où vous dites « tiens, j'ai un doute », c'est pas forcément un gros problème, c'est en général assez minime, mais ça fait partie de l'évaluation des critères de fertilité. Comment je saigne. Donc après, il y a une deuxième phase. Tout à fait. On arrive dans la deuxième phase, donc la phase infertile préovulatoire, qui est une phase où vous allez faire l'exercice de vous connecter à votre vulve. Ok. Là, déjà, on change de dimension. Ça y est, on est aux étoiles. On est à la Voie lactée. Le nirvana. Et en fait... Et on peut rappeler juste que c'est la vulve, au-delà des plaisanteries, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur vulve, vagin et tout. Donc, la vulve, c'est... les organes génitaux externes de la femme. En fait, quand vous avez eu vos premières règles, là, on fait un flashback. Probablement, comme moi, vous n'avez pas senti les règles arriver. Vous ne vous êtes pas dit, tiens, ça coule, je dois avoir mes premières règles. Je vais aux toilettes, je m'essuie. Ah oui, il y a du sang. Ok, c'est bien ça. La majorité des femmes se sont faites avoir. Plus ou moins dans la douleur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, mince, il y a du sang. Ou alors quelqu'un dit, oula, t'as une tache. Ou alors on s'assoit sur la chaise, oh la catastrophe. Bref, ça a été une surprise. Et là, il y a eu un mécanisme psychique qui s'est mis en place où on s'est dit, vigilance, je vais quand même pas me faire avoir à chaque fois. Il faut que je ressente arriver les prochaines. Donc, il y a des femmes qui peuvent se faire surprendre et après, on se connecte. Enfin, en tout cas, ça nous permet un meilleur lien avec nos organes, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, à un moment donné, tu vas te dire, à peu près 3 semaines après, si je ressens un truc qui ressemble à un écoulement, il faut que j'aille aux toilettes. Et en fait, on va activer une vigilance permanente parce qu'on a un détecteur de règles, en fait, au niveau de la vulve. Je dis ça pour dire qu'en fait, on a des récepteurs nerveux au niveau de la vulve qui nous disent écoulement, et le cerveau se dit si écoulement, règle. Et donc, quand je dis dans la phase numéro 2 que vous allez vous connecter à la vulve, en fait, vous allez rester connecté à cette zone chaque jour, plutôt que de la délaisser pour attendre les prochaines règles arriver et se dire tiens, ça coule, égale j'ai mes règles. Rester connecté à cette zone en se posant la question qu'est-ce que je ressens en fait? Alors, c'est vrai que c'est pas ésotérique ce que je suis en train de dire, c'est vraiment complètement physique. Et se dire, voilà, à l'endroit où je suis capable de sentir l'écoulement des règles, est-ce que je me sens sèche? Est-ce que je me sens humide? Est-ce que je me sens mouillée? Est-ce que je sens la lubrification? Mais c'est pas une info qui va remonter au cerveau toute seule si on va pas chercher l'info. Alors que pourtant, les mains moites, on le sent sans avoir besoin de se dire, tiens, comment sont mes mains? Quand je suis enrhumée, on va pas se dire, tiens, comment est mon nez à chaque instant de la journée? On se dit, ah, j'ai le nez qui coule. Et l'enfant qui a le nez qui coule, il a le nez qui coule jusqu'au menton, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en fait, il faut alerter les parents quand ça arrive à la lèvre supérieure. Et un beau jour, ils sentent que le nez coule et ils vont chercher un mouchoir spontanément. Parce qu'en fait, on leur apprend à éduquer l'observation du nez. Ouais, c'est vrai. Ça nous semble évident, en fait. Oui, mais ce que tu dis est très important. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait au fur et à mesure des cycles. Et ce qui paraît complètement lunaire, le truc, observer son cycle, qu'est-ce que c'est ce truc de fou, de hippie reclus au fond de l'Ardèche? En fait, c'est vrai, c'est vraiment un apprentissage et qui se fait très progressivement. Mais moi qui ai fait ça toute ma vie, c'est vrai qu'en fait, après, tu réfléchis même plus. C'est ça. Tu sais où t'en es. En fait, tu t'essuies, tu fais pipi, tu t'essuies, tu sais où t'en es. Et même avant même de passer aux toilettes, tu te poses la question. Ouais. Et si même tu vas même pas aux toilettes, tu te poses la question, et c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne, vous êtes habillées, vous vous posez la question. Il vous suffit de vous connecter une demi-seconde et vous dire comment je me sens.
il faut aller chercher l'info, elle ne viendra pas toute seule. Et jusqu'à ce que ça devienne à peu près en 3 semaines, 1 mois, un automatisme. Et le jour où la femme se dit « Ok, je me sens humide, ça y est, je sens un changement », ça y est, la zone est connectée, comme le nez, on a dit, pour l'enfant qui a le nez qui coule. Et dans cette phase infertile, justement, qu'est-ce qu'on est censé ressentir ou pas? Alors, dans cette phase infertile, en fait, il se passe globalement rien. Ok. C'est-à-dire que la femme se sent sèche ou de très faible humidité, mais ce qui caractérise cette phase, c'est que c'est tous les jours la même chose. Ça ne varie pas. Elle dure combien de temps, cette phase infertile? En fait, elle a une durée variable. C'est cette phase qui va faire la variabilité du cycle. Cycle plutôt plus court, plus long ou cycle habituel. Ça veut dire qu'il y a des femmes, si elles pensent qu'observer leur cycle peut devenir un moyen de contraception, par exemple, ou une forme de contraception, il y a des femmes qui ne sont jamais infertiles pendant leur cycle. Si. Si, quand même. Oui. Ok. Phase numéro 4. Phase numéro 4. Après Donc, pour la l'ovulation. suite. Donc là, pour la phase avant l'ovulation, juste après les règles, la phase infertile, ça peut varier en durée et on ressent qu'on est dans cette phase-là parce qu'on est donc sèche. Oui, Au niveau de la sèche ou de faible humidité. Et quand on s'essuie, on a très peu de pertes ou pas du tout de pertes. Moi, j'ai une question. Je suis désolée, très prosaïque. Mais, comme il me demandent certaines patientes d'ailleurs, quand on a des orgasmes, quand on a des rapports, etc., ça crée de facto une humidité de la vulve. Donc, comment savoir si cette humidité-là, cette lubrification-là est une lubrification liée à l'ovulation ou une lubrification liée à une activité sexuelle soutenue, par exemple? Oui, alors c'est effectivement très important. Et Nina, tu mentionnais qu'on peut utiliser l'observation du cycle comme contraception. Et dans ces cas-là, on a un apprentissage qui se fait sur au moins 3 cycles, pendant lequel on va envisager tous les cas de figure, dont celui-là, bien sûr, pour pouvoir adapter en fait des recommandations strictes pour avoir une fiabilité optimale. Mais effectivement, après un rapport, il y a du liquide séminal, du sperme qui va s'écouler, il y a de l'humidité qui arrive. Donc, le jour où il y a de l'humidité qui arrive parce que le sperme s'écoule, on doit considérer qu'on est dans l'expectative. Mais au-delà Mais même du même du sperme qui sperme, s'écoule, il y a de la mouille. l'excitation... Ouais. Oui, alors Au-delà l'excitation... même, ou de la il y a- masturbation, par exemple. Oui, il y a une différence en fait entre le fluide sécrété par les glandes de Bartholin et de Cooper qui vont être la mouille que vous décrivez, pour que tout le monde comprenne, et qui va être fugace, et le sperme qui va s'écouler sur plusieurs heures. Voilà, donc en fait on va faire le distinguo entre les Oui, deux. mais comment on distingue vraiment la mouille de l'humidité? Parce que moi, je trouve que c'est pas évident. Oui, en fait, le fluide qu'on appelle justement la mouille ici va se produire pendant quelques minutes, en fait. On n'est pas de l'ordre de 3-4 heures, comme c'est Ok. le cas après un rapport. Et la Tu veux femme... dire que ça s'assèche assez rapidement? Oui, Ok. exactement, c'est ce que Très je veux bien. dire. Et la femme, en fait, va être capable d'isoler, entre guillemets, un événement ponctuel de tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Est-ce que la mouille, elle a une consistance similaire à ce que tu appelles humidité? Est-ce que ça se ressemble? La réponse que je voudrais apporter à cette question, c'est que l'humidité, c'est un ressenti. C'est pas visuel. C'est peut-être ça qui va aider aussi les femmes à faire le distinguo. L'humidité, c'est la réponse à une question de comment je me sens là en étant habillée au niveau de la vulve. Et il y a une autre information, c'est qu'est-ce que je vois quand je m'essuie. D'accord? Donc, si la question elle est sur simplement l'humidité, elle va s'estomper rapidement après une excitation sexuelle, quelle qu'elle soit. Alors que quand il y a un écoulement de sperme, l'humidité, elle va s'estomper sur plusieurs heures. Donc, Ok. on a une différence entre ponctuelle et prolongée. Et au niveau de la consistance, le fluide d'excitation sexuelle va être liquide, en fait, alors que le sperme est plus épais, ressemble plus au mucus cervical. C'est plus difficile à distinguer visuellement du mucus cervical. Mais par contre, par rapport au fluide d'excitation sexuelle, on est sur des consistances vraiment très différentes. Et d'ailleurs, tu nous parles de glaire cervicale parce que là, on arrive à la 3e phase, non? La 3e phase, c'est la phase de l'ovulation? Exactement. Enfin, c'est la phase qui se rapproche de l'ovulation. C'est la phase fertile, en fait, qui commence le jour où il y a un changement. Et le changement, va se faire au niveau du fameux détecteur de la vulve qui permet de dire, bah tiens, je me sentais sèche et maintenant je me sens humide, ou je me sentais humide et maintenant je me sens mouillée. Et pour les femmes qui sont malvoyantes et qui nous écoutent, ou qui sont même non-voyantes, votre ressenti est la seule information importante. Et on devrait d'ailleurs être aussi, nous, malvoyantes ou non-voyantes pour le mucus cervical, parce qu'en fait, on est parfois pollué par ce qu'on voit en se disant « mais si j'ai vu, alors je dois ressentir », alors que le ressenti suffit. Donc, on doit se sentir plus humide que dans la phase d'avant.
En tout cas, on sent qu'il y a un changement. On a dit que la phase d'avant, c'était une phase qui était identique tous les jours. Et quand ça change, le jour où ça change, on rentre dans la phase fertile. Alors pourquoi est-ce que cette phase fertile, elle va durer sur plusieurs jours ? Parce qu'en fait, pour les spermatozoïdes, tant qu'il y a de la glaire, il y a de l'espoir. Parce qu'en fait, ils vont passer d'une durée de vie de quelques minutes dans le vagin qui est acide et complètement hostile à l'arrivée dans la phase fertile où là, ils vont être dans le mucus cervical, ils peuvent vivre 5 voire 7 jours. La glaire ou le mucus cervical, ça va recouvrir la paroi. Enfin, où est-ce que c'est dans le corps ? C'est au fond du vagin, au niveau du col de l'utérus. À l'intérieur du col de l'utérus, il est produit par des cellules qu'on appelle de l'endocole. Et dans l'endocole, en fait, on a toujours du mucus cervical. D'ailleurs, on en entend parler, certaines femmes qui ont été enceintes en fin de grossesse et qui disent « j'ai perdu le bouchon muqueux ». En fait, on a toutes du bouchon muqueux dans le col, hors de la phase de fertilité. Donc, en phase numéro 2, on a du bouchon muqueux et en phase numéro 4 aussi. Mais simplement, on ne le voit pas parce que notre col ne se dilate pas, comme en fin de grossesse. Donc, on a toujours un bouchon dans le col et ce bouchon va se liquéfier pendant la phase fertile, ce qui fait qu'il va tapisser les parois vaginales, arrive au niveau de la vulve et c'est là qu'on a le détecteur qui s'active, humidité. Et en fait, cette phase fertile, elle est marquée, comme le montre la roulette, par une évolution de plus en plus forte au niveau de la sensation. Donc, on passe d'humide à mouillé, à très mouillé, à glissant. L'impression d'avoir de l'huile au niveau de la vulve. Alors, certaines se disent « mais oui, moi j'ai déjà senti ça ». D'autres se disent « bah non, je vois pas trop ce que ça veut dire ». En fait, cette lubrification, on peut l'apercevoir quand on s'essuie aussi, en ayant l'impression que parfois il faut s'essuyer 3, 4, 5 fois pour être sèche. Ou alors on sort de la salle de bain, on s'est séché, puis on se dit « bah tiens, je me sens mal essuyée, c'est bizarre ». Voilà, c'est vraiment une sensation très typique. Et cette lubrification, elle est le signe de la très haute fertilité. Il y a des femmes même qui disent que quand elles s'essuient, elles ont l'impression que le papier toilette est plus lourd, quoi, qu'il est boum, enfin qu'il y a vraiment de la matière, quoi. Exactement. Et même si il faut qu'on se fie à nos sensations, est-ce que visuellement il y a des choses qui peuvent être des indices, des choses qui peuvent nous aider pour mieux comprendre ? Oui, tout à fait. Donc visuellement, en fait, on va avoir l'arrivée de pertes plus importantes, comme tu dis, Anna, qui ressemble à la crème hydratante pour le début. Et qui évolue jusqu'à être comme un fil élastique transparent. Si vous voyez ce que c'est que la sève d'aloe vera, ça fait pareil, mais on peut aussi dire blanc d'œuf cru, c'est un peu moins glamour. L'étape, même encore après, c'est liquide comme de l'eau. Et là, peut-être que certaines d'entre vous se sont dit « mais j'ai l'impression d'avoir mes règles, c'est bizarre, je les ai vues il n'y a pas longtemps ». Vous allez aux toilettes, vous vous essuyez, vous regardez votre papier, il n'y a pas de rouge. Vous dites « je suis folle ». Non, en fait, vous avez votre détecteur de règles qui vous a dit écoulement. Donc le cerveau a compris écoulement, donc règle. Et en fait, vous avez perçu un écoulement aussi fort que les règles, mais c'était un écoulement de mucus cervical qui vous indiquait que vous étiez dans une fertilité vraiment maximum. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, quand on est à l'adolescence, perte blanche, à peu près ? Oui, c'est ça. En fait, on fait un espèce de fourre-tout. Perte blanche, c'est un peu toutes les pertes, tout ce qui peut sortir. Et arriver dans la culotte, on dit perte blanche, mais en fait, il y a différents types. Puisque vous avez vu qu'en fonction des phases, on a différentes pertes qui peuvent arriver. Et quand on arrive, donc si vous avez déjà vu aux toilettes ce fameux fil transparent, bah, ça veut dire que l'ovulation est imminente. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir lieu dans l'instant, mais qu'on est vraiment au maximum de la fertilité. Et quand on est super fort pour observer ces cycles, qu'on le fait depuis longtemps, est-ce qu'on peut la sentir aussi, l'ovulation ? La sentir dans son corps ? Non. En fait, aucune femme n'est capable de dire « c'est maintenant que j'ovule ». Si, ça avec la douleur, non ? Il y a des ovulations douloureuses, non ? Oui. En fait, il y a la douleur, mais la douleur, elle est périovulatoire. En fait, il semble dans les études que la douleur soit même une douleur en amont de l'ovulation, qui est liée à un moment où le cerveau va envoyer comme une douche hormonale sur les ovaires. Et en fait, les ovaires en réaction vont se contracter et créer une douleur. Donc en fait, c'est une douleur périovulatoire, qui n'est pas une douleur ovulatoire. Et donc là, j'alerte celles qui se disent « ah mais moi c'est bon, je sens quand j'ovule ». Qu'est-ce qu'elles entendent par là ? Parce que si elles utilisent cette douleur pour éviter une grossesse en se disant bah quand j'ai mal, on fait rien, on se protège, et quand j'ai pas mal, c'est bon, on est OK, non. Puisqu'on a dit que la glaire cervicale, elle arrive quelques jours avant. Et pour les spermatos, quand il y a de la glaire, il y a de l'espoir. Donc non. Donc la douleur, c'est intéressant, c'est un signe supplémentaire, mais on peut absolument pas se baser dessus pour se dire j'ai mal, donc j'ovule. Phase 4, alors une fois qu'on a fini cette histoire d'ovulation, moment où donc on comprend bien,
on est au top de notre fertilité du cycle. Oui, donc on est au pic de fertilité le dernier jour où ça glisse. En Ok. gros, il faut que ça glisse, quoi, pour ovuler. Après cette lubrification, il va y avoir un changement très radical, Ok. une rupture où en fait on va passer de sensation de glissement à sensation sèche. Ou Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ok. Alors ça se fait parfois dans la journée, le matin lubrifié, puis l'après-midi il se passe plus rien. Vraiment, on a un changement dans l'autre sens. Est-ce que ça veut dire qu'on est infertile dans ce petit laps de temps juste après la phase d'ovulation? On est encore fertile en fait pendant les 3 jours qui suivent ce pic de mucus cervical parce que le col ne va pas se refermer comme un verrou. Il va mettre 3 jours à se refermer et le bouchon va se réépaissir aussi. Le bouchon muqueux va se reformer pendant les 3 jours qui suivent. Donc on est au top de la fertilité le dernier jour de lubrification et ensuite on est encore fertile potentiellement pendant les 3 jours qui suivent. Mais par contre, au niveau de l'observation, ça n'a plus rien à voir avec les jours précédents. On retrouve une sensation sèche ou de faible humidité et un mucus cervical qui est beaucoup plus opaque, épais, qui n'a rien à voir. Et cette phase a une durée de 11 à 16 jours. Donc là, la dernière phase du cycle, c'est la plus longue en fait. La Exactement. phase où en fait on reprépare la suite. Qu'est-ce qui se passe pendant cette phase-là? C'est une phase en fait pendant laquelle, dans l'ovaire, il reste plus que l'enveloppe, le Ok. fameux follicule dont on a parlé. Il reste plus que le follicule qui se transforme et qui devient ce qu'on appelle le corps jaune. Donc l'ovulation, elle a eu lieu, l'ovocyte est aspiré par la trompe et en fait, il va rester le corps jaune qui va produire des œstrogènes et de la progestérone. Donc 2 hormones importantes pour la femme et importantes pour la grossesse. Et en fait, ces 2 hormones vont modifier l'endomètre, donc la muqueuse utérine, pour que s'il y a une grossesse, quand l'embryon s'implante, il s'implante en général au bout d'1 semaine, les conditions soient optimales. Mais pour que les conditions d'implantation soient optimales, il faut que le corps jaune soit optimal. Et ça me permet de dire qu'un corps jaune optimal, ça fait partie des conditions indispensables pour être fertile. Et même aussi pour être en bonne santé. Parce qu'un corps jaune optimal, il va produire suffisamment longtemps ces 2 hormones, 11 à 16 jours, et il va produire suffisamment en quantité. C'est inquiétant d'avoir des cycles peut-être plus courts. C'est sur cette phase-là que ça va jouer les cycles plus courts ou pas? Eh bien, c'est la question à se poser. J'ai des Ok. cycles plus courts. Quelle est la phase qui est la plus courte? Si je ne m'observe pas, je ne sais pas dire. Si c'est la phase 2 qui Donc la phase disparaît, infertile. la phase infertile préovulatoire, ou si c'est la phase post-ovulatoire ou la phase lutéale qui est raccourcie. Et c'est ça qu'il va falloir explorer. Parce que l'ovulation, on peut imaginer que l'ovulation, elle est au milieu du cycle, mais c'est pas du tout toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'observer ces phases, ça permet de savoir où on en est. Et l'idée que pour concevoir, il faut un ovule, un spermato, ils se mélangent et hop, ça fait un bébé, mais en fait, c'est vrai, il faut les deux, mais il faut aussi un mucus cervical de bonne qualité et il faut un corps jaune optimal. Mais ça, aujourd'hui, qui s'occupe de ces deux-là? Qui s'occupe du mucus cervical? Comment est-ce qu'on améliore son mucus cervical? Moi, j'ai jamais appris dans mes études comment on améliore le mucus cervical, ni qui s'occupe du corps jaune de bonne qualité, en fait. Est-ce que toi, tu as les réponses aujourd'hui à En ça? fait, quand on observe son cycle, on est déjà capable d'identifier où est le problème. Trouver est-ce que la phase de mucus cervical est optimale et comment est-ce qu'on va pouvoir l'optimiser et est-ce que le corps jaune est de bonne qualité. Mais du coup, avec tout ce que tu as dit, on peut se dire, on observe si ça nous intéresse, parce que là, il faut quand Bien même sûr. rappeler, dire que ça n'intéresse pas tout le monde. Oui. Par exemple, allez, on observe sur 3 mois, c'est ça, tu dis d'une durée de 3 mois, et on se dit, ok, je voyais ça qui déconne, ou au contraire, ça c'est très bien. Et après, quoi, on va voir une sage-femme, un médecin, on va voir qui? Bah oui, en fait, comme je vous disais qu'on l'a pas appris pendant nos études ou quasiment pas, en fait, aujourd'hui, entre je veux un bébé et j'ai un bébé, il y a aussi un no man's land là. En fait, le couple qui veut concevoir, on conseille qu'il puisse avoir un rendez-vous médical pour une consultation préconceptionnelle avec une sage-femme ou un médecin gynéco ou médecin généraliste. Et on leur dit, voilà, on va donner des informations très importantes pour le projet, mais puis on va leur dire, voilà, vous essayez à la maison tranquille et puis on se revoit dans 1 an ou 2. Mais ils font quoi pendant cette phase-là? Et ils paniquent. Alors, il y en a qui sont super zen, tant mieux. Il y en a qui vont se dire, mais tiens, c'est bizarre, il se passe des trucs. Donc, tiens, comme le médecin ou la sage-femme a dit, on se revoit dans 1 an, eux, ils savent qu'ils vont pas aller y retourner avant, puisqu'ils ont dit dans 1 an. Donc, ils vont commencer à aller lire des trucs sur Internet, à acheter des dispositifs, parce que c'est lucratif, le milieu de la fertilité. Il y a tellement de couples qui galèrent que les entreprises, elles en profitent pour vendre tout un tas de choses. On va aller lire des livres, on va acheter des tests d'ovulation, on va aller dépenser beaucoup d'argent, alors qu'en fait, la base, c'est ces phases déjà
que la femme sache les identifier, qu'ils puissent avoir des rapports au bon moment. Parce que quand on veut concevoir, comme je disais tout à l'heure, si on a des rapports dans les phases infertiles, on n'aura jamais de bébé, c'est pas possible. Mais moi, le nombre de patientes qui m'ont dit « Ah non, mais moi, je fais pas l'amour quand il y a des pertes, hein. C'est trop dégoûtant. » Bah oui, mais en fait, si personne ne lui a jamais dit un jour que les pertes, c'était en fait le signe de l'ovulation, et c'est pas anecdotique ce que je dis là, et sûrement des femmes qui écoutent se disent « Ah ben oui, moi je pensais que c'était dégoûtant. Et j'allais à la pharmacie peut-être chercher un traitement, parce que je pensais que j'avais une mycose ou que sais-je. » Donc, en fait, profiter de tout ce laps de temps pour se dire bah, comment est-ce que je fonctionne, comment sont mes phases, et puis être accompagné par un professionnel de santé qui connaît l'observation du cycle. C'est malheureusement pas la majorité, c'est pour ça que je m'implique dans cette transmission qui est indispensable pour comprendre en fait la gynécologie tout court. Si on n'a pas compris ce qui se passe dans les détails, comment est-ce qu'on peut comprendre, nous, en tant que sage-femme, et les médecins, c'est pareil, bah tiens, elle a un saignement. Pourquoi ? Eh ben, est-ce qu'elle ovule ? Et je voudrais dire aussi à l'inverse que, par exemple, des gens qui nous écouteraient, enfin des femmes qui nous écouteraient, qui disaient « Ah bah c'est super, maintenant je vois bien, j'ai observé mon cycle et clac, je me lance dans la contraception dite naturelle. » Attention, là je mets un gros là, ça ne marche pas dans plein de cas, selon moi. Quand on a des partenaires multiples, quand on a ses premiers cycles, quand on a de l'endométriose, quand on a un SOPK, quand on est en postpartum, quand on est en périménopause, attention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se former, on peut dire ça. Parce que tout le monde dit ça ne marche pas. Ça ne marche pas, évidemment, parce que les gens se lancent là-dedans comme... voilà. Oui, il y a même des mouvements de femmes qui vont envoyer leur contraception hormonale à une adresse pour dire « ça y est, maintenant je suis une femme libre », etc. Non, en fait, on ne fait pas de bricolage. Quand on veut se lancer là-dedans pour éviter une grossesse, c'est possible et c'est fiable, mais c'est fiable sous des conditions radicales. C'est-à-dire qu'il faut se former avec un formateur compétent, il faut s'observer tous les jours, il faut tenir un tableau tous les jours, et il faut avoir montré au moins ces 3 premiers cycles à son formateur. Si on n'a pas fait une des 4 choses, on est sûr de l'échec. Comment on fait pour noter justement son cycle ? Parce que l'observer est une chose, mais du coup, il faut concilier les données de son cycle quelque part, non ? Oui. Et est-ce qu'on le fait sur des applis qui facilitent la tâche ? Est-ce qu'on le fait sur un agenda ? Est-ce qu'on s'achète une petite roulette ? Alors aujourd'hui, on utilise en général plutôt une appli. Même s'il y a des couples qui sont encore plutôt sur papier, mais bon, c'est pas la majorité, donc on va plutôt parler de la situation générale. Et il y a énormément d'applis qui existent, d'ailleurs des applis qui sont téléchargées des millions de fois. Il y a 2 grandes applis qui verrouillent le marché, ou presque, des applis américaines, qui sont malheureusement prédictives. C'est-à-dire que la femme va remplir ses règles et l'application va dire « vous êtes dans la phase fertile, vous allez avoir vos règles, ceci, cela ». Et tout ça, c'est à mettre à la poubelle parce que, en fait, c'est tout sauf fiable. Mais malheureusement, même s'ils ne commercialisent pas leur appli en disant que c'est des applis de contraception, il y a beaucoup de femmes qui les utilisent comme telles. Et comme tu disais, Anna, qui vont se dire « bah voilà, moi j'utilise une appli et c'est mon appli qui me dit quand je suis fertile et infertile ». Bon, bah là, c'est pareil, c'est voué à l'échec. Est-ce que vous êtes formé ? Avec qui ? Est-ce que vous observez tous les jours ? Est-ce que vous remplissez tous les jours les informations sur un tableau ? Est-ce que vous avez montré vos premiers cycles ? On a non à tout. Donc, exit les applis comme ça qui vont... Et attention sur les applis, sur la protection des données. Hein. Enfin, faut être clair sur le fait que... C'est des données sensibles. Et pour garantir qu'il y a une protection totale des données... Il n'y en a pas, d'ailleurs. Voilà. Donc, elles ont été épinglées plein de fois. Voilà. Il y a quelques applis qui ont une bonne protection de données, mais elles ne sont pas la majorité. Donc en fait, quand on décide de se former à une de ces méthodes d'observation du cycle, chaque méthode a des outils qui lui sont propres. Et en fait, la majorité de ces méthodes ont des applis non prédictives. Donc c'est la femme qui doit analyser elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que la fiabilité est meilleure. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le cerveau humain qui va savoir analyser le cycle plus qu'une application qui va dire « bah oui, vous êtes fertile ou infertile », parce que l'application, elle a besoin d'informations que la femme va renseigner. Donc voilà, c'est aussi important de dire attention aux applications. J'en ai analysé beaucoup pour justement pouvoir dire aux femmes, bah voilà, celles-là, elles sont OK, celles-là, elles sont pas OK. Et après, ça dépend de l'usage qu'elles en font. Si c'est simplement noter la périodicité des règles et le reste, elles s'en fichent parce que, par exemple, elles ont une contraception avec un dispositif intra-utérin en cuivre et qu'elles n'ont pas besoin de leur appli comme contraception, bon ben voilà, c'est différent, juste pour prévoir l'arrivée des règles, que d'utiliser vraiment une méthode d'observation du cycle. Ce que je retiens, c'est que déjà, le mythe de l'ovulation, c'est au 14e jour, on le met à la poubelle. On commence par là. Et de 2, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est ces applis, elles vont pas fonctionner aussi parce que cette fameuse 2e phase
la phase sèche, humide, qui peut varier en durée, est-ce que même quand on a des cycles réguliers, elle peut aussi varier de cycle en cycle? Et c'est ça surtout qui va être au cœur de l'observation? Exactement. En fait, quand on observe son cycle et qu'on l'utilise, que ce soit pour se connaître, pour concevoir ou pour éviter une grossesse, on va jamais considérer que c'est comme d'habitude. Jamais. Même si on est très régulière et qu'on a toujours été très régulière. Et souvent, on me dit, oui, mais tes méthodes, c'est pour les femmes qui sont régulières. Alors déjà, c'est pas mes méthodes. Les femmes qui sont irrégulières, elles sont beaucoup plus observantes. Parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, elles sont très attentives. Les femmes régulières, elles ont une petite tendance à se dire, ça va être comme d'habitude, de toute façon, j'ai toujours 3-4 jours après mes règles où je suis tranquille. Bah non, en fait. On considère que même si ça fait 5, 10, 15 ans qu'on s'observe, on peut se faire surprendre. Il peut y avoir un beau jour un cycle différent. On sait d'ailleurs que ça fait partie des premiers cycles de la préménopause, le raccourcissement des cycles. Donc la phase numéro 2 qui raccourcit, mais ça peut aussi varier parce qu'on part en vacances, ça peut varier parce qu'on est malade, ça peut varier parce que on est stressé, parce qu'on a changé de mode de vie, on a vu l'influence du mode de vie sur tout ça. Donc on ne doit jamais considérer que c'est comme d'habitude. Et cette deuxième phase peut parfois disparaître. Et ça, c'est vraiment une information qui est primordiale, d'être persuadé que les règles ne sont pas infertiles. Que les règles, c'est une phase où on est potentiellement fertile. Donc, si on veut éviter une grossesse, on ne se dit pas que pendant les règles, c'est bon, on est tranquille. On se dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'il peut y avoir un chevauchement de la phase fertile sur la phase de règles. Et qu'on ne va pas la voir arriver. Juste du coup, si on veut l'utiliser comme moyen de contraception, on a hyper bien écouté ce que tu as dit, on se lance, etc. En gros, pour résumer, mais en sachant qu'il faut bien observer, les phases où on va être le plus infertile, c'est la phase avant les règles et en ayant laissé passer des jours après la phase fertile. Oui. En fait, on est infertile en phase numéro 2 et en phase numéro 4. Or, le 1, 2, 3 qui suit le pic. Ok. Sachant qu'il peut ne pas y avoir de phase numéro 2, donc celle-là, c'est touchy de l'utiliser. Ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a des règles vraiment très précises et qu'il y a différentes méthodes qui existent. Donc là, je vous ai parlé seulement de l'observation du mucus cervical, mais on peut rajouter à l'observation du mucus cervical la prise de température. Et on appelle ça la symptothermie, qui est maintenant assez connue quand même. Ouais. Quand on parle de méthode d'observation du cycle, la symptothermie, elle ressort. C'est d'ailleurs la seule méthode qui est mentionnée dans le tableau d'efficacité de l'OMS comme une des méthodes qui sont les plus fiables, avec une efficacité de 98% pour éviter une grossesse. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la symptothermie ? Et donc, elle cumule l'observation du mucus cervical et la prise de température, et elle nous apprend que la température va monter à partir de l'ovulation et rester haute, puis redescendre au moment des règles. Ça veut dire quoi combien de degrés Est-ce qu'on va croire qu'on a de la fièvre Ouais, c'est une bonne question. Alors, ça nécessite d'avoir un thermomètre avec une précision importante, puisqu'il faut 2 valeurs après la virgule. Okay. Donc, les thermomètres qu'on trouve en grande surface ou même qu'on trouve en pharmacie sont en général insuffisants. Il faut vraiment un thermomètre spécifique, qui coûte pas très cher d'ailleurs, une dizaine d'euros. Et avec ce thermomètre, on va devoir prendre sa température tous les matins, avant de se lever. Ok, avant de petit déjeuner, avant de faire quoi que ce soit. Dans le lit. Soit par la bouche, soit en vaginal, soit en rectal. Toujours par le même orifice. Ok. Pour avoir une température interprétable. Et en fait, on va voir que la température monte de 0,2 à 0,5 degrés. Donc, c'est vraiment pas de la fièvre. C'est vraiment assez fin. Et c'est pour ça qu'il faut un thermomètre précis. Et le thermomètre du front ou de l'oreille, ça suffit pas. Il faut une température interne. Et une fois qu'on a cette température, là, on va avoir une meilleure indication de quand on est fertile ou infertile. Oui, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un double contrôle. On a le contrôle du mucus cervical et le contrôle de la température. Et c'est parce qu'il y a le double contrôle qu'on a une fiabilité qui est aussi nettement supérieure. Et donc, ce qui va permettre au couple d'être certain de son infertilité en phase numéro 2 et une fois que la température est montée, après le 3e point de température élevé. En fait, même quand on observe ces cycles, même quand on a connaissance de ces cycles, il y a quand même sur les 28 jours, quasiment 15 jours où en fait on a une potentielle fertilité et 15 jours une potentielle infertilité. Donc c'est à prendre en compte aussi pour des personnes qui voudraient l'adapter en méthode de contraception. Il y a quand même alors après, la moitié du cycle où il faut se protéger. On peut coupler, il y a beaucoup de couples qui font... observation et préservatif. Oui. Ouais. En fait, il suffit simplement de savoir où on en est et d'adapter en fonction de la phase. C'est-à-dire qu'il faut, c'est toujours pareil, il faut les bonnes infos. Les méthodes, elles donnent des directives pour avoir la fiabilité de la méthode. Si on ajoute une autre méthode, comme une méthode barrière,
on vérifie la fiabilité de la méthode qu'on utilise. Voilà, parce qu'on ne va pas avoir les fiabilités ne se cumulent pas, elles se superposent. Donc, l'important, c'est que le couple sache et qu'il prenne ses décisions en sachant. La question, ce serait, on se dit, moi, ça me botte, j'aimerais bien essayer ce type de méthode de contraception. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir ma sage-femme, mon gynéco habituel, et lui, il me forme, ou lui va m'envoyer vers quelqu'un qui ? Ça se passe comment en pratique ? En fait, on a structuré les choses parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui veulent se tourner vers ces méthodes et peu de professionnels de santé sont formés. Il y a plusieurs méthodes qui existent, avec des façons d'enseigner différentes, des états d'esprit différents. Donc, on a créé en 2021 une association qui s'appelle Focus Fertilité, qui est une association de professionnels de santé, qui crée un réseau en France de professionnels de santé qui sont au moins sensibilisés, voire formés sur ces méthodes, capables d'accompagner les femmes précisément sur ces méthodes. Donc, il y a des professionnels de santé qui sont eux-mêmes formateurs, mais il y en a aussi qui sont capables de lire un tableau et de dire, oui, ça va pas. Et donc, dans votre situation, on voit bien que l'ovulation ne se passe pas bien, et donc voilà ce que je vous recommande. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment rendre service aux femmes et aux couples en leur donnant un annuaire. Et donc, sur le site, il y a une carte réseau. Après, il y a quand même des gens qui ne sont pas dans l'annuaire et qui sont capables de donner des informations. Moi, je ne dis pas que je suis une star, mais je suis quand même capable de renseigner. Et si je vois que ça dépasse ma compétence, j'envoie vers des spécialistes. Rejoins-nous à Focus Fertilité. Juste concernant les glaires cervicales, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se dire « Oula, c'est pas tout à fait normal » comme consistance ou couleur ? Tu as parlé d'humide, de blanc et de transparent. Le reste, c'est un souci ? Donc humide, c'est une sensation. Ok. Sur l'aspect, donc la consistance et la couleur, effectivement, si c'est grumeleux, c'est pas un très bon signe. En général, c'est plutôt associé à une mycose. Ça peut être gris, et ça, c'est pareil, c'est pas génial. Ça peut être jaunâtre. Alors, bon, le jaune, ça peut être légèrement jaune, mais ça dépend un peu de la couleur. C'est surtout si c'est habituel ou inhabituel. C'est peut-être surtout ça qui va vous guider. Quand vous démarrez, vous allez peut-être vous dire « Oh là là, mais il se passe des trucs de fou ». Si ça pique, ça brûle, ça fait mal, ça gratte, là, il faut consulter. Et que ça sent mauvais. Et que ça sent mauvais, le poisson souvent. Ouais, ça sent vraiment fort. Mais on en reparlera de toute façon en long, en large, en travers, en diagonale. Donc, pas de panique, on traitera de tout ça. Est-ce que quand on est sous contraception hormonale, on peut observer son cycle ? Alors, les femmes qui sont sous contraception œstroprogestative, normalement, vont observer la même chose tous les jours. Et quand elles font leur pause, elles saignent. Mais ce n'est pas un saignement de règles. Les femmes qui sont sous progestatif seul, donc qui sont soit en pilule, soit en implant ou en dispositif intra-utérin, certaines vont voir des variations parce que selon ces méthodes et selon les femmes et selon la durée, etc., certaines ovulent ou essayent d'ovuler. Enfin, les ovaires ne sont pas complètement bloqués par le progestatif qui a comme action de renforcer le verrou du mucus cervical. Mais tout en renforçant le verrou du mucus cervical, les ovaires ne sont pas forcément bloqués et donc on peut voir quelques variations. Donc si vous voyez quelques variations sous progestatif, ça arrive et ça peut déjà vous donner un peu une idée de ce que c'est que les phases, même si vous n'allez pas voir aussi clairement les différentes phases. Mais ça peut quand même vous introduire à tout ça. Et autre question qui revient souvent, mais quand on a un DIU cuivre, est-ce qu'on peut s'observer ? La réponse est oui, puisqu'en fait le DIU cuivre n'agit pas sur le lien cerveau-ovaire et sur l'ovulation en tant que telle. Et donc, vous pouvez tout à fait observer les différentes phases et vous allez voir que vous allez très probablement en phase numéro 2 avoir de l'humidité parce que ça a plutôt tendance à sécréter un peu plus au niveau du col et en phase numéro 4 aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marion. Je crois que ça nous donne vraiment envie d'aller observer son cycle et de se rendre compte qu'en fait, c'est tout à fait accessible. Donc, merci pour tout ça. Et de notre côté, on vous dit à la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.